Bienvenue à tous. Le Bartender Society, oui, c'est une compétition, mais on est extrêmement attaché à l'esprit du bartender. 3, 2, 1, c'est parti! C'est un shaker en or, mais vraiment en or. Premier concours, je termine deuxième. Je bats deux barman qui finissent deuxième et troisième, qui sont des cadors à l'époque, et je me prends une banane. Je crois que je termine dernier ou avant-dernier. Tu vas apprendre à directement descendre de 3 étages. C'est pas parce que tu gagnes un concours que tu es le meilleur barman au monde. Et cette phrase, elle m'est toujours restée. Je suis parti à Las Vegas et en Finlande grâce à ça. C'est Top Chef. Ouais. On est enfermé pendant 2 heures dans une pièce. La demoiselle goûte son cocktail. Et me pète un scandale. C'est pas du tout ce que j'ai demandé, c'est une honte, on m'avait dit que vous étiez le meilleur barman à cocktail. Et en fait, la demoiselle ne connaissait pas les saveurs. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Gouret dans Parlons peu, parlons passion. Mathieu, comment tu vas ? Eh ben très bien, merci de m'accueillir, c'est cool de passer ce petit moment ensemble. Ouais, on est très content de te recevoir, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Est-ce que on peut commencer, tu peux te présenter en 30 secondes, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? 30 secondes, ultra court. Mathieu Gouret, je suis barman. Je suis passionné de mon métier depuis très jeune et j'ai un établissement, bar de copains de convivialité dans le centre-ville de Nantes. Et je fais le même concept mais en extérieur de mon établissement tout autour du cocktail. Ok, donc on va revenir sur toute ta vie, comment tu es arrivé en tant que barman, qu'est-ce que tu as fait, les titres que tu as pu obtenir aussi durant ta carrière en tant que champion de France de mixologie, champion international aussi, parce que tu as obtenu plusieurs titres dont on va reparler dans le podcast, mais donc tu obtiens la 2e place au championnat international de Bartender Society en 2016, puis tu reviens en 2017 et tu ressors vainqueur de cette édition. Tu as été aussi champion de France à 2 reprises en 2004 et 2005 de mixologie, donc il y a pas mal d'expériences que tu vas pouvoir nous partager durant ce podcast. On commence tous nos podcasts par un petit jeu. Donc c'est des questions courtes, réponses courtes, assez rapides. Est-ce que tu es plutôt cocktail classique ou création originale ? Cocktail classique. Est-ce que tu es plutôt rhum ou gin ? Rhum. Est-ce que tu es plutôt verre ballon ou verre à whisky ? Verre à whisky. Est-ce que tu es plutôt acide ou amer ? Acide. Et plutôt shaker ou blender ? Shaker. Ok, cool. Bon, ça nous permet de comprendre un peu ton univers, dans quoi tu as des affinités. Est-ce que tu peux nous dire qui était Mathieu enfant ? Est-ce que tu étais quelqu'un qui était curieux ? Est-ce que tu étais bon élève à l'école ? D'où tu viens ? Ça, c'est une très bonne question. Enfant, j'étais sérieux, oui, je pense, un minimum. Un minimum, comme dans l'autre sens aussi, moins sûrement sur certains sujets, il faudrait demander à mes parents, c'est pour ça. Ouais. Curieux, oui, sage, le minimum syndical, je pense. Après, avec 2 petits frères, on a fait quelques bêtises, forcément, comme tous, mais dans l'ensemble, plutôt assez sérieux, beaucoup dans le sport. Okay. Et puis l'école s'est très bien passé jusqu'au collège. Et puis après, on parle de passion, là on est là pour parler de passion. Le collège, je pense maintenant avec le recul, sur le moment je pense que je le savais pas, mais je pense que je m'ennuyais parce que c'est du généraliste. Et plus j'avançais, 6e, 5e, 4e, 3e, plus mes notes dégringolaient. Et j'ai eu la chance que mes parents m'ont écouté et j'ai eu une lumière, mais je ne sais pas comment. Je me suis dit, cool, le métier de cuisinier et de serveur, ça a l'air sympa. On n'a pas spécialement de gens dans notre famille qui sont dans l'hôtellerie-restauration. Donc je ne sais pas d'où ça m'est venu. Peut-être, je sais pas, de voir ma maman cuisinier ou autre. Et je me suis dit, cool, j'aimerais bien faire de la cuisine. Ok, mais moi je suis un peu d'accord avec tout ce que tu dis. C'est vraiment, on nous pousse à faire des études en France. Ça peut être fait pour certains, c'est pas fait pour d'autres. Mais des fois, on n'écoute pas assez les jeunes, par manque de maturité peut-être, ou par plein de choses. Et tu as de la chance, toi, d'avoir eu des parents qui t'ont écouté. Ça, c'est cool. Et est-ce que tu te souviens ou pas, quand tu avais 5-6 ans, tu avais un rêve métier ou pas du tout
Pas du tout, enfin 5-6 ans, même plus jeune, je pense pas, mais Souvent, je on pense a- pas. Ouais, on a oui, des tu petits peux qui être disent ouais, je vais être pompier, astronaute, ouais. je vais être pompier. Non, j'avais pas de rêve par rapport à ça spécifique. Ah si, peut-être comme tous les jeunes, moi j'étais à fond dans le foot, donc t'as envie de devenir Ouais. footballeur professionnel. Mais j'ai pas quelque chose qui m'a tenu jusqu'à plus tard. J'ai plus vraiment cette idée de partir dans l'hôtellerie-restauration assez rapidement sur les... je devais avoir 13-14 ans, quoi. Ok. Mais donc, quand tu as 13-14 ans, tu es encore au collège, tu peux faire une filière Alors non, pas à ce moment-là, mais en fait, je me rendais compte que je me rendais quand même bien compte que mes notes descendaient au fur et à mesure. Mais j'insiste sur ce point-là parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, le côté professionnel, en tout cas à cette époque-là, parce que c'était il y a plus de 25 ans, ça fait vieux de dire ça, mais c'est le cas malheureusement. Le réseau professionnel, on en parle assez souvent, n'était pas spécialement mis en valeur. Effectivement, si tu voulais réussir dans ta vie, il fallait aller au lycée, et il fallait aller à la fac et te spécialiser dans quelque chose. Et donc non, moi j'ai parlé de ça, j'ai fait voilà, je sais pas, ce métier-là, ça me donne envie. Et à chaque fois qu'on me pose la question, je n'arrive pas à définir le pourquoi du comment. C'est vraiment assez hallucinant. Mais la seule chance que j'ai eue, c'est que mes parents m'ont écouté. Et je me souviens très bien, à 14 ans ou 15 ans, je ne sais plus, d'aller faire un rendez-vous avec le directeur du lycée hôtelier de Sainte-Anne à Saint-Nazaire, et qui me regarde droit dans les yeux avec mon papa à côté, et qui me dit oui, mais monsieur Gouret, avec les notes que vous avez, même en CAP, je vous prends pas, quoi. Ah ouais. Donc là, j'ai souvenir Petite que j'en claque. parle. Ouais, petite claque dans la tête quand même, parce que tu te dis, ah ouais, mais j'ai quand même déjà 15 ans, entre parenthèses. Si je veux y aller, il va falloir que je fasse un effort. Et puis il m'a dit, si vous avez votre BEPC, brevet des collèges, Ouais. je sais pas comment on l'appelle maintenant, je sais Moi, même c'était plus. pareil. À l'époque, Ouais, c'était voilà. les collèges. Hein. Il y avait des points à rattraper, j'avais le maximum de points à rattraper. Et il me dit, si vous l'avez, je vous accepte. Ok. Et bizarrement, je me suis mis à travailler et je l'ai eu haut la main. Ah ouais, la carotte. La carotte, la motivation, et puis voilà. Ouais, non, ok. Et donc là, à partir de ce moment-là, 15-16 ans, tu rentres en hôtellerie, restauration. Ouais, c'est ça, j'avais 15 ans et demi, c'était dans les années 90, Ouais. les 95, 96, j'ai plus les dates exactes en tête. Et je rentre en BEP CAP au lycée hôtelier de Sainte-Anne à Saint-Nazaire, qui était un lycée qui était très réputé nationalement parlant. Ouais. Et la première année, tu touches à tout en fait. La première année, tu fais et de la restauration, et de la cuisine, et de l'hébergement. Alors l'hébergement, c'est un peu moins connu, c'est la réception, c'est faire les chambres, etc. Donc c'est plutôt une belle école de la vie parce que tu apprends tout ce qu'il y a à apprendre dans chaque secteur de métier, mais tu apprends par exemple à repasser aussi. Les bonnes manières. Voilà, les bonnes manières. On est en costume, costard-cravate. La tête qu'on a là tous les deux avec la barbe, c'était même pas la peine d'y penser. Donc voilà. Est-ce que maintenant, en hôtel-restauration, on peut avoir la barbe? Ouais, la preuve. Bon, même si moi je suis à mon mais compte, je fais ce que je veux. voilà. Mais non, aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup démocratisé. Il y a deux choses qui se sont démocratisées énormément. C'est la tenue physique. Donc effectivement, la barbe, tant que c'est propre, que c'est clean, il n'y a pas de souci. Et les tatouages. Tatouage piercing, parce que moi à l'époque, fallait. Alors là, je vais pas le montrer sur moi, mais j'ai un tatouage que j'ai à l'époque que j'avais rediminué pour que ça ait accès sur le bras, pour que c'est la taille d'une chemisette, pour pas que ça dépasse. Ok. Ouais. Ce qui est aujourd'hui moins contraignant. Mais j'ai eu les mêmes problèmes dans l'environnement professionnel où moi aussi je suis tatoué et dans des métiers de commerce, on n'aimait pas trop ça, en tout cas dans les années 2010. Maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé et donc. Moi, je remercie aussi ma maman qui m'a dit « Attends, le fais pas jusqu'aux mains et jusqu'au bout des doigts. Ouais. Fais-le un peu avant. Comme ça, si tu mets un pull, une chemise, manche longue, ça se voit pas. » C'est exactement ça. Et donc là, quand tu rentres dans cette école, tu veux devenir cuisinier à ce moment-là? J'étais plus parti pour la cuisine. Je pense que ce qui me plaisait, c'était la créativité, la création. Et quand je suis rentré en cuisine, il faut vraiment se remettre dans le contexte. C'était il y a 25-30 ans. On était encore sur les cuisines fermées. Il n'y avait pas les cuisines ouvertes comme aujourd'hui. Et on était encore sur les vieilles méthodes de l'hôtellerie-restauration. Donc, les vieux chefs. Alors, quand je dis vieux, c'est ancienne méthode. Vieille école. Vieille école où, si tu fais pas les choses bien propres, tu te fais un peu taper sur les doigts. Tu ne te faisais pas parler et moins de pédagogie qu'aujourd'hui. Mais surtout, ce qui me manquait, c'est que du coup, il y avait zéro relation humaine, quoi. Ouais. Enfin, hormis dans la cuisine, tu voyais pas les clients. Et en fait, j'avais rencontré mon professeur de restaurant, qui est techniquement mon premier mentor, qui s'appelle Marcel Lebris, qui est à la retraite aujourd'hui, et qui, quand on était en pratique restaurant, nous mettait une carotte en nous disant « Si vous terminez à temps et en heure, je vous montre un cocktail », parce que c'était le prof de la mention complémentaire employé barman. Ok. Voilà, qui est un diplôme qui existe depuis 84. Et donc, il nous a un petit cocktail.
Et j'ai souvenir de le regarder avec des yeux éberlués en me disant mais c'est génial, c'est ça que je veux faire. Parce qu'en fait, tu crées comme la cuisine, mais tu as le contact client comme le serveur. Ouais. Mais tu as de la chance de rencontrer quelqu'un qui t'ouvre un peu les yeux. Ben ouais. Et tu vois, c'est les opportunités que tu saisis au moment, mais c'est vrai que la vie, des fois, elle est faite un peu d'opportunités de chance. C'est pas des fois, c'est tout le temps. Oui, tout le temps. Et après, il faut savoir la saisir à ce moment-là. C'est exactement ça. Et toi, tu es parti là-dedans. Et tu as accompli de grandes choses après. Je pense que Marcel, aujourd'hui, t'aurais créé ton podcast il y a quelques années en arrière, il aurait été très bien à ma place. Hein, mais peut-être qu'on l'aura. Peut-être qu'on l'aura. Ce serait vraiment intéressant qu'on fasse un épisode avec ton mentor. Si tu peux nous donner son contact après le podcast, peut-être qu'il serait intéressé. Ouais, tout à fait. Ouais. Et moi, ça m'intéresserait de découvrir aussi sa vision de lui en tant que mentor. Parce qu'il n'avait pas le même... Après, et je pense que c'est fait comme moi je le fais là aujourd'hui. En fait, c'est complètement naturel. Après, je pense qu'il est au courant. Je le cite à chaque fois. Enfin, j'en ai eu deux et je les cite tous les deux à chaque fois. C'est deux personnes qui m'ont vraiment donné envie de faire du bar et de continuer à faire du bar. Et dans les concours aussi, notamment. Mais oui, avec grand plaisir, je lui en parlerai. Ok. Quand j'ai préparé le podcast, j'ai appris un mot, donc c'est la mixologie, je ne connaissais pas. Donc c'est un peu l'art de mélanger les boissons, enfin en tout cas de ce qu'on trouve sur Internet. Est-ce qu'il faut être champion ou avoir gagné des titres pour être mixologue, ou n'importe quel barman est mixologue? Alors le mot mixologie, quand j'avais lu tes questions, j'ai rien dit exprès pour pouvoir en parler en direct. C'est un mot qui fait débat dans notre métier. Ok. Pourquoi ? Parce que on aime bien anglophoniser à chaque fois la langue française, et le mot mixologie est apparu il y a quelques années en arrière seulement, vraiment depuis que le cocktail a explosé. Moi, quand j'ai commencé le métier, j'étais et je suis toujours barman spécialisé cocktail. Okay. Et je suis devenu mixologue, mais je ne sais pas comment je l'ai attrapé. Mais je suis devenu mixologue. Alors effectivement, la mixologie, ça parle, c'est l'art de mélanger des boissons, des solides aussi, avec ou sans alcool. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est le mot qui est très tendance, et c'est bien parce que ça permet de mettre un mot sur une façon de travailler. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire un art, mais sur une façon de travailler bien précise. Aujourd'hui, je pense que quand on parle mixologie, effectivement, on sait qu'on parle de cocktail. C'est le gros avantage. Et ça permet vraiment de différencier le barman qui peut bosser dans n'importe quel établissement, parce que le mot bar, c'est comme la cuisine, il y a plein de styles différents, et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, moi, j'ai touché à tout avant d'arriver dans mon établissement et de savoir ce que je voulais en faire. Donc effectivement, on en parlera tout à l'heure, mais je donne des formations aussi, et les formations, c'est marqué mixologie dessus, bien entendu. Ouais. Mais moi, je me considère plus comme un barman que comme un mixologue. Ouais, et puis c'est un peu marketing. Enfin, c'est... Mais toi, t'es un vieux de la vieille, on va dire. Non, je te remercie. Non, mais t'es barman avant tout. Mais moi, voilà, ce que j'aime dans le bar, c'est les relations humaines et c'est le contact. Donc, en gros, quand j'en parle, et j'en ai encore parlé il y a 2 jours dans une formation, et c'est ce que je disais, je fais la mixologie, en fait, aujourd'hui, ça permet de différencier un petit peu les choses, comme dans la gastronomie. Les mixologues qui sont spécialisés vraiment dans le cocktail pur et dur, ça va être les étoilés Michelin, ça va être la haute gastronomie. Aujourd'hui, moi, quand je compare régulièrement, par exemple, sur les bars à cocktails qu'il y a à Nantes, notamment un copain qui est juste à côté, Quartier-Gralin, on est 2, il y a le Santeuil Café et il y a le 1933 avec Martin et Gaëlan. Eux, je les considère comme le 4 étoiles ou l'étoilé Michelin, et moi, je vais être plus dans la bistronomie parce que moi, je me considère pas que comme un bar à cocktail. Chez eux, vous y allez pour boire un cocktail. Okay. Chez moi, vous venez pour boire une bière, boire un verre de vin, un café, manger une planche. Mais quoi qu'il arrive, vous allez repartir avec un cocktail, vous allez revenir pour boire un cocktail. Ok, donc c'est ce que tu dis. Toi, tu as ouvert en 2009 donc un bar à cocktail à Nantes qui s'appelle le Santeuil Café. Oui. Enfin, tu as repris ce nom, ou tu as élaboré ce nom, tu vas nous en parler. Oui. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ton bar quand on va au Santeuil Café, qu'est-ce qu'on y retrouve? Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, le Santeuil Café, effectivement, je l'ai repris en 2009 en association avec Suzel, qui était une de mes amies. Je lui ai racheté ses parts au bout de 4 ans et demi, 5 ans. C'était prévu de A à Z. Et depuis le début, on n'a pas changé la ligne de conduite, et je n'ai pas changé la ligne de conduite. On voulait faire un café de quartier, un bar de copains. Et comme je disais tout à l'heure, moi, ce que j'aime dans le bar, avant les cocktails, c'est la convivialité. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est un lieu social, on vient pour échanger. C'est le premier réseau social de France, le comptoir. On a la chance d'avoir cette passion-là. Voilà. Et quand je parle de ça, je ne parle pas que d'alcool, je parle de venir boire un café, de passer un bon moment, d'échanger. C'est un lieu de rencontre.
Donc moi, l'objectif du Santeuil Café, c'était et c'est toujours que les gens viennent passer un bon moment, se détendre. On n'a pas de portier, par exemple. C'est vraiment de juste venir passer un bon moment autour de bons produits. On a toujours le même leitmotiv. On fait des choses à grignoter, simples mais efficaces, jusqu'à 1h du matin, tout est élaboré maison. On a une belle carte de vin, une belle carte de bière, et forcément une belle carte de sans-alcool, et forcément une belle carte de cocktail. En fait, tout le monde peut trouver son bonheur avec des produits de qualité. Aujourd'hui, c'est très à la mode de parler de produits locaux, artisanaux. Nous, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place depuis déjà le début. Et avec des barman sympas. Moi, je peux en témoigner. J'arrive, comment je te rends compte? J'arrive au Santeuil Café, je dis, hey, je crois que je cherche un barman qui a gagné des prix internationaux. Et il est là. J'étais là, donc c'était plutôt cool. Enfin, donc t'étais là et tu me dis, voilà, bah, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Et je dis, bah, tu veux boire un cocktail? Je dis, non, c'est pas pour ça. Mais je dis, mais voilà, moi, je crée un podcast et j'aimerais parler de ta passion. Tu m'as dit direct, bah ouais, pourquoi pas, ça peut être super cool. Et puis c'est comme ça que t'es arrivé. Mais complètement. Puis d'ailleurs, c'est ce que tu viens de dire est très intéressant, parce que le côté convivial, que ce soit au niveau des clients, mais aussi au niveau de mon équipe, parce qu'aujourd'hui, on va en parler après, je fais plein de choses à côté, donc j'ai développé mon équipe. Aujourd'hui, on est 5 à travailler, en me comptant au Santeuil. Quand je recrute, souvent on me dit, ouais, mais chez toi c'est compliqué, parce que en termes de cocktail, il faut quand même avoir des bonnes connaissances, il faut maîtriser. Ouais. Et c'est ce que je dis, le cocktail, ça s'apprend. La preuve en est, moi j'ai beaucoup d'apprentis, de stagiaires ou autres. Mais d'abord, dans les profils que je cherche des gens qui sont conviviaux, qui ont le smile, qui sont aisants avec les gens et qui vont vers les gens. Ouais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est inné. Alors ça peut se modifier, ça peut s'apprendre légèrement, mais c'est inné. Si t'as pas le smile, si t'as pas la patate, si t'as pas envie d'accueillir les gens, on est dans un métier de commerce et ça marche pour tous les commerces en général. Si tu sais pas accueillir les gens avec le sourire, et c'est compliqué. T'as raison, les compétences ça s'acquiert. Par contre, la bienveillance, le smile et tout ça, soit il est comme ça de nature, mais il va pas spécialement l'apprendre, ou sinon il va aller à contre-nature. Tout à fait. Et moi, c'est quelque chose, c'est une des qualités première que je veux dans les gens qui travaillent avec moi. Et aujourd'hui, on est 5 et mes 4 collaborateurs, je leur dis, c'est le sourire, on accueille d'abord les gens viennent pour passer un bon moment et se détendre. Parce que t'es combien de temps dans ton bar en tant que barman? Ça dépend des semaines, ça dépend des mois, ça dépend... J'y ai passé quasiment 6 sur 7 ou 7 sur 7 pendant plus de 10 ans, on va dire. Okay. Après, c'est comme tout, ça fait 15 ans. Donc, et puis, on va en parler après. J'ai développé pas mal d'autres activités à côté, que ce soit professionnelles ou associatives, et personnelles aussi. Donc aujourd'hui, je suis moins régulièrement dans mon établissement. J'ai Benoît qui vient de revenir dans mon équipe, parce qu'il a bossé avec moi pendant 5 ans. Il est parti, puis il est revenu. et là, le but du jeu, c'est de l'associer avec moi dans la responsabilité de l'établissement. Tu délègues, je délègue. Voilà. Tu commences à transmettre aussi tes connaissances. Alors, mes transmissions de connaissances, ça fait quelques années que je le fais, parce que tu es toujours dans l'échange. C'est ça qui est bien dans le métier. Là, ce qu'on est en train de faire ensemble... toi, tu vas m'apprendre des choses et moi, j'ai essayé de t'apprendre aussi des choses, parce que c'est des secteurs qu'on connaît moins. Là, ce que je suis en train de faire, des interviews via les concours que j'ai fait, j'en ai déjà fait, mais t'apprends tout le temps. Ouais. Là, c'est vraiment, je pense, la première fois que je suis dans un vrai studio comme ça. Ouais, cool, merci. Donc c'est plutôt cool. Durant 2 années consécutives, c'est les grandes années, en tout cas pour toi, je présume. En 2004-2005, tu deviens champion de France de création de cocktails. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi? Il y a vraiment une compétition nationale tous les ans? Ouais, tout à fait. En fait, les concours, c'est une grande partie de ma vie quand même. Okay. Faut être clair et net, et quand j'en parle, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Okay. C'est vraiment un choix, c'est pas une obligation. Moi, dans mes équipes, pareil, je leur conseille d'en faire. Quand je fais des formations, j'en parle toujours des concours, parce que c'est un plus, quoi qu'il arrive. Mais après, il faut accrocher ou pas accrocher. Moi, j'ai accroché directement avec les concours. J'ai dû en faire une bonne 50aine ou une centaine, je sais pas, je les ai pas comptés. Et j'en ai gagné, j'en ai perdu, j'ai pris des volets, comme beaucoup, mais c'est comme tout. Pour avancer et réussir, il faut perdre. C'est comme dans le sport. C'est vraiment exactement le même concept. Et en fait, si je fais un petit peu un rebond en arrière, quand j'étais à Sainte-Anne, au lycée hôtelier, j'ai fait un BEP CAP, un bac pro, et du coup, je savais que je voulais faire une mention complémentaire bar. Et en fait, à la fin de mon bac pro, je suis convoqué dans le bureau du directeur. J'ai fait mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, on me dit, monsieur Gouret, il me fait, vous voulez faire une mention bar l'année prochaine? Il fait, il y a un concours fin septembre, début octobre.
Il y avait concours de cuisine avec une association, c'est l'association des écoles d'hôtellerie et de tourisme, je ne sais même pas si ça existe encore, dont mon lycée faisait partie. Et dans ces concours, il y a un concours de bar, de cocktails, parce que la mixologie n'existait pas à l'époque. Et il me fait, voilà, est-ce que vous voulez le faire ? Parce que si vous voulez le faire, il faut qu'on commence à s'entraîner maintenant, parce que vous allez commencer la mention bar début septembre et le concours est au mois d'octobre. J'ai fait oui, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, vous partez pendant 4 jours à Berlin avec un prof, d'autres étudiants qui vont faire d'autres concours, etc. Trop cool. Rien à perdre, ok, on y va quoi. Et ce mot rien à perdre, c'était exactement ça, c'est qu'un concours, t'as tout à gagner, t'as rien à perdre. Ouais. Après, faut pouvoir oser se mettre en scène, parce que on est un acteur, mais on est un acteur derrière le bar, sans arrêt. Parce qu'on est regardé par les gens, c'est comme là, on sait qu'on va nous regarder, faut faire abstraction de ça. C'est ça. Mais puis il faut rester naturel, je pense. Enfin, ça, c'est pas simple. Mais c'est pas simple, non, mais je suis d'accord, mais même nous, on a commencé le podcast à un moment. Moi, c'était pas facile non plus de me mettre devant la caméra. Maintenant, je me dis, reste comme je suis avec mes amis, ma famille, parlons, c'est une discussion, et j'essaye de le faire de plus en plus. Bon, maintenant, ceux qui me connaissent, j'espère qu'ils me reconnaissent derrière la caméra, mais je pense que pour les concours, c'est à peu près pareil. C'est exactement pareil, sauf que tu es tout seul sur scène. Oui. Donc, voilà. Mais il faut rester naturel. Mais il faut rester naturel, donc moi j'ai pris à bras le corps. On a travaillé en équipe, c'est ça que j'ai vraiment adoré directement. C'est-à-dire que toute la classe, on était une quinzaine, on a créé les recettes, on a bossé ensemble et avec nos 2 profs. Monsieur Lebris, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Daniel Duverger, avec qui j'étais parti. Et on était parti à Berlin, en Allemagne. Donc on a passé 4 jours là-bas. À ce moment-là, ça t'effraie ça ? Enfin, tu sais plus ? Ça m'effraie pas. Alors, le concours en lui-même, je sais plus trop. Mais je sais que c'est le plaisir de dire cool, tu pars à Berlin 4 jours, tu pars tout frais payé, c'est plutôt cool. J'avais quel âge ? J'avais 19 ans, 20 ans à l'époque. Donc c'est cool, j'avais pas plus voyagé que ça. Un peu l'insouciance de la jeunesse. Ouais, en fait, je vais profiter. Ouais. Et puis tu te rends compte que ce qui m'a vraiment fait adorer les concours, je pense que c'est ça non plus. Tu pars à l'étranger, ce que tu fais rarement, t'es invité, tu rencontres des gens, tu discutes avec d'autres barman qui sont, même qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais qui viennent d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne, donc c'est pas la même façon de travailler. Et puis, premier concours, je termine 2e. Cool. Donc hyper content, tu gagnes des trucs, c'est génial, t'apprends la notoriété, la petite notoriété, parce que je précise que pour les plus jeunes, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Donc, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et puis, donc, je pense que ces concours-là, ça me met directement dans le bain. Et au niveau de l'école, il y avait, 7, 8, 9 concours à l'année. Donc, petite battle entre chaque élève, et le meilleur partait. Et puis, quelques mois après, on refait un concours, je me requalifie, et c'est là, concours local, qu'avec les écoles hôtelières de la région. Okay. Et je me prends une banane, je crois que je termine dernier ou avant-dernier. Ça arrive. Et voilà, mais c'était très bien. Et c'était parfait parce que mon prof, et entre-temps, j'ai rencontré mon 2e mentor que je vais citer, chez qui j'étais allé faire mes stages, donc Jean-Yves Morinière, qui était à l'époque le chef barman du Grand Hôtel Mercure, 4 étoiles dans le centre-ville de Nantes. C'était le seul 4 étoiles qu'il y avait à l'époque. Et président de l'association des barman de France au niveau de la région Bretagne-Pays de la Loire. Et ils me regardent tous les deux, ils me font mais c'est très bien, parce que tu vas apprendre à directement descendre de 3 étages. C'est pas parce que tu gagnes un concours que tu es le meilleur barman au monde. C'est ça. Et cette phrase, elle m'est toujours restée, parce qu'effectivement, tu te fais cool, tu passes de 2e dans une finale européenne à dernier d'une finale locale, tu te fais voilà. Mais ça te remet à niveau directement, et je l'ai toujours gardé en tête, et c'est pour ça que quand je parle des concours, ce que je dis, c'est faut y aller juste pour te faire plaisir, voir des choses que tu peux pas faire dans tes propres établissements, et surtout c'est te mettre en danger en fait. On entend souvent ça, qu'on apprend des échecs, beaucoup plus que des réussites. Ouais, complètement. Je suis à peu près d'accord avec ça. Enfin, nous, il y a des moments où on fait des belles réussites dans les sociétés que j'ai créées, et on a eu des moments aussi où on a fait des beaux échecs et ça n'a pas marché. Et on a travaillé pendant des mois, et au final, pour pas grand-chose. Mais en fait, tu dis, OK, pourquoi ça n'a pas marché ? Et après, tu essaies de rectifier, et ce que tu mets en place après par la suite, ça fonctionne mieux. Exactement ça. Qu'est-ce que tu ressens quand parce que donc, en 2004-2005, donc là, championnat de France. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu deviens champion de France ? Alors en fait, t'as un sentiment de. Alors j'ai un sentiment que je vais expliquer, mais c'est un sentiment qui est un peu différent, c'est plus de mes origines. C'est que donc à la suite de mes stages, donc au Grand Hôtel Mercure à Nantes, donc j'ai rencontré Jean-Yves Morinière qui m'a donné cette passion vraiment des concours, puisqu'il y en avait énormément. Okay. Et l'année d'avant, en 2003, je gagne ma première compétition nationale en professionnel. Okay. C'était la finale, le Grand Marnier Trophy.
Et je gagne cette compétition-là. Je bats 2 barman qui finissent 2e et 3e, qui sont des cadors à l'époque, et surtout des gens de beaucoup plus d'expérience que moi, beaucoup plus âgés. Et je me souviens toujours de celui qui termine 2e, qui est un barman normand, et qui me fait « Mais c'est quoi ce petit jeune qui arrive là qui nous met la pige ?» Et surtout, le début de mes origines, moi je suis fier d'où je viens, et j'avais gagné avec une liqueur au caramel au beurre salé de Guérande. Et oui. Et Parfait. à l'époque, tu voyais pas ça parce qu'il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas autant Internet, etc. Et j'étais trop content de gagner avec cette liqueur-là. Et donc, le championnat de France, l'année d'après, le championnat de France, à l'époque, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, il y avait vraiment les concours avant l'éclosion des réseaux sociaux et les concours après l'éclosion des réseaux sociaux. Et avant les réseaux sociaux, sur le même concept, c'était tu travaillais avec les associations. Donc moi, j'ai adhéré à l'association des barman de France avec Jean-Yves Morinière. Je suis vite devenu vice-président de l'association et j'ai fait pas mal de concours. Et les championnats de France, c'était tous les ans. Donc il fallait se qualifier dans ta région. Ouais. Le meilleur barman de chaque région partait à Paris et tu te battais contre chaque barman. Et toi, tu as fait le doublé 2004-2005 et après, tu pars sur d'autres concours plutôt internationaux. Là, on va partir en 2016. Tu fais un concours qui s'appelle Bartenders Society, donc un concours international de cocktails. Et là, tu finis 2e en 2016. Oui. Et puis, tu te dis, ah non, mais moi, 2e, ça ne me suffit pas. Je reviens en 2017. Et là, tu gagnes, tu deviens champion international de cocktail. Oui, tout à fait. C'est quoi la différence entre... Excuse-moi, mais c'est quoi la différence entre le championnat de France et ce championnat international? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Alors, les choses qui changent parce que j'avais eu la chance de les voir quelques années avant, parce que quand j'ai été double champion de France, tu fais après l'année d'après les championnats du monde. Okay. Donc j'avais eu la chance de le voir. Je suis parti à Las Vegas et en Finlande grâce à ça. Trop cool. Donc j'ai beaucoup voyagé aussi, donc plutôt top. Ouais. Et la grosse différence, c'est ce que je te disais juste avant, c'est que déjà entre les premiers concours que j'ai faits, où j'étais champion de France, c'est juste extraordinaire. T'es champion de France, c'est ce que tu rêves quand t'es jeune et que tu veux devenir sportif, tu vois. Mais la grosse différence, c'est qu'ensuite, après, il y a eu ces concours nationaux et internationaux. C'était après les réseaux sociaux. Donc, c'était une autre façon de voir les choses. Mais gagner le championnat de France, je crois qu'en 2004 et 2005, c'est juste extraordinaire. Parce que je suis jeune, parce que je suis pas le premier à gagner 2 titres, mais je suis le premier à gagner consécutivement. Ok. Et puis quand tu gagnes la première année et que tu reviens, t'es l'homme à rabattre. On veut te détrôner. Voilà, ce qui est normal. Donc c'était plutôt cool. Et j'ai fait un peu le même principe que 2016-2017, c'est-à-dire qu'en 2003 j'avais fait le championnat de France, mais j'ai rien fait. Donc mais voilà, mais c'est l'expérience. Tu vois ce qu'il faut faire et pas faire. On en a parlé déjà tous les deux au préalable aussi. Donc 2016-2017, j'y retourne pas pour les mêmes raisons. Ouais. C'est un sujet qu'on va aborder, mais j'y retourne pas pour les mêmes raisons. En fait, c'est que en 2007, en fait, c'est pas qu'une année de réussite. Et d'ailleurs, ça vient même avant le concours. Ouais, tout à fait. C'est que t'avais une compagne qui s'appelait Sophie, qui décède suite à un cancer. Et donc, à ce moment-là, ça te touche énormément, puisque c'est normal, hein, c'est très, très personnel. Et tu crées une association qui s'appelle Madame S. Et donc, je crois que tu retournes à ce concours de Bartender Society avec autre chose, une autre envie, pas spécialement de devenir champion. Alors pas du tout. Effectivement, t'as vraiment assez bien résumé. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai racheté le Santeuil en 2009, on sait ce que c'est. Enfin, ceux qui sont entrepreneurs, vous le savez. Donc je me suis mis à fond dans mon établissement. J'ai fait un peu moins de concours. Et en 2016, il y a 2 raisons. Il y a le Bartender Society qui naît, donc concours organisé par Bardinet la Martiniquaise. Et ce que j'aime dans ce concours-là, vraiment tout est lié, c'est qu'il y a une création de cocktail avec alcool et sans alcool. C'est le premier concours à le faire. Et en fait, Sophie me dit, elle me fait, en fait, à chaque fois tu me parles de tes concours, mais je t'ai jamais vu faire un concours. Et je fais, tiens, c'est l'opportunité. Moi, il faut vraiment que ça me fasse kiffer. C'est vraiment le terme. Il faut vraiment que ça me fasse kiffer et que je puisse m'éclater dans ce que je fais. Et puis, je fais pas les choses à la moitié. Donc, quand j'y vais, j'y vais. Et donc, 2016, première édition, je le fais, je me qualifie. Donc là, c'est sur dossier, c'est plus comme avant, c'est plus par des associations, c'est dossier, tu t'exprimes qui tu es, où tu travailles, il te donne un thème et tu réalises tes 2 recettes de cocktail, tu les expliques bien et tu expliques ton storytelling. Okay. Donc je me qualifie, je sais plus, on était 25 ou 30 barman français sur 120 candidatures. Je me qualifie pour la finale nationale. C'était que nationale à l'époque. Et donc là, tu es trop content, tu rencontres plein de gens, c'est sur 2 jours.
tu fais des masterclass, tu rencontres des barman, toujours la même idée de rencontrer les gens, discuter, échanger. Et j'ai la chance et le travail de terminer 2e national. Donc c'est juste déjà comme je dis, moi j'y vais pas spécialement pour gagner. Enfin, tu y vas pour gagner quand tu fais une compétition, mais comme je dis, que tu gagnes ou que tu perds, le principal c'est que tu vas apprendre des choses. Et donc là je termine 2e national, en plus je termine 2e derrière un pote, Régis, que je connaissais d'avant, donc... pareil, tous les deux, on se remet à faire des concours, donc hyper content. Et donc ça, c'est en 2016. 2016. Ta femme, ça lui permet de voir... ce que je fais, voilà. Et de me remettre dans les concours. Donc, vu que je m'y ai remis, je fais, c'est plutôt cool. Et donc ça, c'était en, je sais plus, avril ou mai 2016, printemps 2016. Et donc, effectivement, quand j'ai rencontré Sophie, elle avait eu un cancer du sein, avec l'ablation, etc. Mais elle en parlait toujours d'une façon, avec le smile, et ouverte, et pour sensibiliser les gens. Et expliquer que c'est pas une fin en soi d'avoir une maladie. Et quelques mois après le concours, malheureusement, récidive. Et elle nous quitte en décembre 2016. Ok. Donc je vais passer la période que je vous laisse imaginer, pas simple. Dur de retourner travailler, dur de se remobiliser, mais j'essaie d'être positif et d'aller de l'avant. Parce que en plus on entend souvent que le cancer du sein c'est un cancer qui se soigne bien. Ah ben oui, c'est un des cancers qui se soigne le mieux. Mais malheureusement c'est un cancer qu'on attrape de plus en plus jeune. Et surtout, il faut prendre conscience que, oui, il y a encore des personnes qui nous quittent à cause de cette foutue maladie. Donc, en fait, début 2017, j'ai les commerciaux du concours qui amènent, Mathieu, il y a la 2e édition du bartender. Je les regarde, j'ai fait, vous êtes bien gentil, mais j'ai autre chose à foutre. J'ai autre chose à faire, je suis désolé. Mais là, non, mais y a pas de c'est le cœur qui parle. J'ai autre chose à faire que de faire un concours. Quoi. Ouais, j'ai pas la tête à ça. Et voilà, déjà, j'avais du mal à retourner au bar, d'avoir les gens en face de soi. Et puis, heureusement, déjà à l'époque, j'avais une équipe qui était d'enfer, qui avait pris les rênes et qui m'avait bien suppléé. Et merci à eux, Alex et Johan se reconnaîtront. Et puis, à force de me parler du Bartender Society, je me dis, attends, comment transformer les choses ? En fait, j'avais vu que la première édition, on était nombreux à venir. C'était l'émergence, là, déjà des réseaux sociaux et notamment de Facebook à l'époque. Et du coup, il y avait beaucoup de journalistes, beaucoup de blogueurs. Ils avaient réussi à faire une communauté autour de ce concours-là qui était assez impressionnante. C'est plus qu'un concours, c'est vraiment une famille. Alors aujourd'hui, j'en parle encore plus parce que ils me suivent toujours et je les suis toujours. Et donc, je décide de refaire le concours. Ils imposent à chaque fois un thème. Et le thème, cette année-là, c'était le street art. Donc, je repars des bases. Je recrée un dossier. Je m'inspire de la ville de Nantes parce que j'ai toujours mettre en avant. Je m'inspire de la ligne verte. Enfin voilà, et je fais tout un concours autour de ça. Je me qualifie dans les 20 Français. Je ne sais plus combien on était. Et c'est la première édition où ils le transforment en international. Donc ils invitent 10 barman étrangers, je crois, de venir. Donc on était 30. Et on passe tous ensemble. Et moi j'avais préparé tout un secret, concept. Voilà. Je respecte leur thème et sur 2 premiers cocktails, je passe devant mes 3 jurys. Et j'avais juste, je ne sais pas où il est, là. J'avais fait un petit badge. Et vu que le thème c'était le street art, mais le street art au sens large du terme, et moi je suis pas très doué pour ça, j'avais pris un street art et j'avais pris un thème du street art où en fait je m'étais fait un badge que j'avais customisé et que j'avais customisé en rose et que j'avais fait un nœud comme le nœud pour la lutte contre le cancer tout simplement. Et j'avais fait un point d'interrogation dessus. Et donc tout le monde me dit c'est quoi ça ? Parce que c'était pas très beau, faut être franc. Je l'ai toujours, c'était pas très beau à l'époque. J'avais mis juste du scotch rose avec un point d'interrogation. Et j'avais dit à tout le monde, tous ceux qui me demandaient que je connaissais, que je savais pas, je fais si je me qualifie pour les demi-finales, vous verrez. Ok. Donc le buzz. C'est toujours la même, on sait comment ça fonctionne. Clair. Et je fais vous verrez. C'est comme là, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura plein de vous verrez, il y aura plein de choses qui se passent, plein de belles surprises. Et donc je fais cette partie-là, je suis très content de mon boulot, de ma technique. Et donc le lendemain matin, ils annoncent les 10 finalistes sur 30. Et je suis dans les 10 finalistes. Heureux. Mais je suis heureux pour un seul objectif. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était pas le concours. Je venais pour le concours, mais je venais pour faire passer mon message. Et donc, pour donner un ordre d'idée sur le Bartender Society, parce que là, il y a eu la finale France et internationale il y a quelques semaines, c'est Top Chef. On est enfermé pendant 2 heures dans une pièce. Et c'est Top Chef, mais moi je crois que j'ai vu des images où c'est une boîte de nuit. Il y a de la musique et tout, non ? Alors ça dépend des concours, pas forcément, mais oui, ils mettent de l'ambiance. Mais quand tu passes, c'est vraiment, c'est vraiment assez pro parce qu'il y a vraiment tout un storytelling, une histoire à raconter, vraiment de A à Z. Ça dépend des concours, mais effectivement, après le but du jeu, c'est que ça reste dans l'univers du bar, donc un peu univers un peu festif. Et donc, on est enfermé pendant 2 heures dans une pièce. On a de la verrie, on a du matériel, on a les produits, bien entendu.
Et pendant 2 heures, on doit recréer 2 recettes de cocktails. Une avec alcool, une sans alcool. Ok. Et donc, en fait, moi, j'avais fait le choix sur cette thématique-là. En fait, on passe sur scène, à l'époque, devant 10 jurys internationaux. Ouais, Et on a une centaine de personnes devant nous. Et surtout, c'était filmé en live sur les réseaux sociaux. trop cool. Donc là, des vues extraordinaires. Et donc moi, j'avais pris parti, j'avais déjà tout prévu, j'avais tout anticipé si je me qualifiais. J'avais déjà le nom de mes cocktails, j'avais déjà la couleur de mes cocktails, je savais juste pas ce qu'étaient mes cocktails parce que je pouvais pas savoir ce que j'allais avoir comme produit. Ouais. Mais j'avais décidé que mes cocktails seraient roses. J'avais déjà apporté du matériel en présentation. Et mes 2 cocktails s'appelaient James a du cœur pour le cocktail avec alcool, Saint-James. pour Saint James. Et mon cocktail sans alcool s'appelait Madame S. Ok. Mais sans aucune arrière-pensée derrière. Ouais, non, bien sûr. L'idée, c'était juste de faire passer un message. Et le message, c'est ce que j'ai dit juste avant. J'aimerais juste vous... Donc, je suis monté sur scène. J'étais en chemise rose. J'avais du coup remis une casquette, que je suis un porteur de chapeau, sans arrêt. Et là, j'avais fait 100 badges Ok. différents que j'avais fait avec des clients et avec mes barman. 100 badges que j'avais customisés. Et là, du coup, avec le nœud. Ok. Et donc, du coup, je l'avais. Et j'ai juste dit au jury, je fais voilà, peu importe que je gagne, que je me qualifie ou que je me qualifie pas, j'aimerais juste que vous portiez ces 10 badges-là pendant le reste de la journée et pour la grande finale, parce qu'au moins ça va interpeller les gens. Et donc en fait, ils m'ont donné le go. J'avais 10 minutes, je crois, à l'époque, pour faire mes 2 cocktails sur scène. Et j'en ai pris 3 ou 4. J'ai fait le tour du bar, je me suis mis devant le bar et j'ai exprimé pourquoi j'étais là. Donc j'ai fait passer mon message sur ce qu'on disait avant, la lutte, sans jamais parler de ma situation personnelle. Ah, bien C'était sûr, vraiment non, ce qu'il y non. en a très peu qui étaient au courant, parce que forcément je me suis pas étalé sur les réseaux sociaux. Juste dire voilà, aujourd'hui je suis là, j'aimerais faire passer un message, la lutte contre le cancer du sein, c'est pas une fin en soi, on peut en guérir, mais surtout il y a encore malheureusement des personnes qui peuvent en décéder, donc prenez soin de vous, prenez soin de vos femmes, vous en tant qu'hommes, et mesdames, faites-vous dépister. Voilà. Tout simplement. Et après, je me suis mis en machine de guerre parce que les cocktails, je maîtrise. Je me suis mis j'envoie. J'ai envoyé mes 2 T'as recettes. pris 30% de ton temps déjà. Mais voilà. il Mais fallait- je me suis mis en mode machine de guerre et j'ai fait mes 2 cocktails dans les 10 minutes, le temps imparti. Ok, Et je me suis qualifié pour la finale. super. Donc là, je la fais ultra courte. On était 5 finalistes. Je me qualifie pour la finale. Esprit pop-up bar. On devait créer un bar Ok. pour la grande finale. Et là, il y avait 100 journalistes, blogueurs, commerciaux de Paris, Ouais. partout. Et en fait, pendant 1h30, les gens prenaient l'apéro et passaient de bar en bar des 5 finalistes. Et on devait se vendre comme dans un bar. Ok. Donc moi, j'ai fait quoi? Vu que je suis pas très doué pour la décoration, j'ai reproduit le Santeuil. Donc j'ai amené une grande ardoise comme dans les toilettes où chacun peut laisser un message. J'ai mis une grande ardoise avec un feutre rose en mettant laissez-moi un message. J'ai amené une piste de dés 4-21 parce que au Santeuil on joue au dés aussi. Trop Et cool. puis j'ai parlé de mes cocktails et de pourquoi je le faisais. Et j'avais mis un peu de t-shirt rose Odyssea qui passe à Nantes, etc. Bien etc. sûr. Et puis il y a toujours d'ailleurs, il y avait une semaine en Martinique à gagner. Et il y avait 1000 € à gagner. Et j'avais annoncé dès le départ que si je gagnais, je reverserais l'argent à une association. Mais pareil, sans savoir, puisque pour moi, j'y allais pas pour Parce qu'en ça. plus, l'association Madame S, c'est pas créée à ce Ah non, moment-là. non, il n'y a rien. Puis j'ai Ouais. pas d'arrière-pensée de créer une asso. Ouais. Surtout pas, en fait. Enfin, Non. surtout pas, même pas. Ouais. C'est juste que je voulais reverser ça à n'importe quel asso qui aurait correspondu à mes valeurs. Et mes valeurs, déjà à l'époque, je les avais, c'est ce qui correspond aujourd'hui à Madame S. Et donc, en fait, je prends un pied monstre à faire ça parce que je suis dans mon élément, je suis dans mon métier, dans ma passion, comme on en parle depuis tout à l'heure. Mais je parle de quelque chose qui me touche. Et je pense que c'est un exutoire pour moi. Ouais. Là, à ce moment-là, je le sais pas, mais Puis ça se ressent. Le jury le ressent. Là, tu parles avec le cœur. Ah bah oui, mais c'est pour ça. Je pense que c'est. En fait, vu que j'avais pas d'objectif du concours, j'y suis allé, mais 100% naturellement. Et oui, je sais pas combien de fois j'ai pleuré sur ces 2 jours-là, parce qu'il y avait un surplus d'émotions. Bah, c'est clair. Et puis les vidéos, on les a encore sur les réseaux sociaux de la finale. Et puis la finale se passe extrêmement bien. J'ai plein d'amis qui sont présents, le buzz sur les réseaux. Puis forcément, je touche les gens à en parler. Et puis les résultats sont annoncés, sont donnés. Et je remporte le concours.
Trop cool. Et j'ai l'image encore en tête de Ah comment oui. ça se passe. J'avais des confettis à la main, enfin voilà, c'était extraordinaire. Est-ce que là, c'est le concours qui était le plus important pour toi? Ah oui, bah oui, oui. Bah clairement. C'est- Mais c'est pour ça que quand je parle, vu que j'ai fait énormément de concours, j'en ai gagné plein, j'en ai perdu plein, Mm. mais les plus importants, c'est le double titre de champion de France parce que j'étais jeune et c'est ce qui me lance techniquement dans ma carrière de barman et c'est ce qui me permet de venir de créer le Santeuil aussi à Mm. l'époque. Parce que si j'avais pas eu les concours, les banques m'auraient peut-être moins suivi parce que j'avais l'aspect pro Ouais. et j'ai plein de marques qui m'ont suivi, qui m'ont aidé. Mais le Bartender Society, c'est aujourd'hui me suit encore. Tout est lié parce que c'est ma passion, c'est le bar. Je l'ai fait avec un objectif de parler d'une maladie et de parler de Sophie. Ça a fonctionné. Et de là est née mon association qui me prend du temps aujourd'hui, mais qui est pour la bonne cause. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'on en a fait avec Alexandre, avec qui, et Ronan notamment, et Morgane, ma femme aujourd'hui, avec qui on gère cette association, c'est un truc de dingue. Et aujourd'hui, le Bartender Society est encore partenaire de l'association. Ok. J'y suis encore tous les ans en tant qu'ancien gagnant, Très bien. mais aussi avec Madame S. ouais. Parce Ah que ouais. en fait, j'ai gagné. Donc, ok, cool. L'argent, tu vas le donner à qui? Mais j'en sais rien. J'avais pas prévu de gagner déjà. Et puis en fait, j'en ai parlé tellement avec passion que en fait, tout le monde au fur et à mesure me fait mais pourquoi tu montes pas ton asso? Ouais. Et puis feu. C'est très cool. Hein. Enfin, là, on ressent de toute façon que c'est ton histoire personnelle et que tu parles avec le cœur. Et on mettra d'ailleurs les liens de Madame S dans la description C'est très gentil. de YouTube, de Spotify, de Deezer, de partout. S'il y en a qui veulent soutenir l'association et Mathieu pour tout le travail qu'il fournit, parce que c'est quand même beaucoup de travail, l'association. Ouais, tout à fait. Même ta femme actuelle aujourd'hui est dans l'association, elle te soutient. On s'est plus ou moins rencontrés grâce à ça. Ah ok, d'accord. Alors là, c'est pareil, c'est une longue histoire. Ouais. Faudra refaire un parlons peu, parlons passion. Une- Mais on s'est rencontrés effectivement parce qu'elle était commerçante rue Santeuil, Ok. donc elle venait régulièrement aussi au bar. Ouais. Mais elle me voyait faire des allers-retours sans arrêt avec la voiture en me disant mais qu'est-ce que tu fais sans arrêt? Et je lui dis bah voilà, c'est mon association lutte contre le cancer du sein. Et puis je lui fais bah viens parce qu'on cherche toujours des bénévoles. Et puis elle est venue et puis rien à voir après. Ouais, l'histoire. Parce hein. qu'elle avait son histoire de vie, moi j'avais mon histoire de vie Et vous et terminez on était, c'était pas du tout le but du jeu. Et puis aujourd'hui, on est mariés, on a une petite puce qui est adorable. Et Super. voilà. Trop cool. Juste avant de parler d'autres choses, pour terminer sur ta biographie, 2019, tu crées une société qui s'appelle les Tontons Shakers. Ouais. C'est une société qui propose l'élaboration de cocktails dans les événements ou dans les entreprises. Tu peux nous en parler en 2 mots? Oh là, en 2 mots. Ah, T'as vu, je sais pas faire. mais prends le temps que tu veux, ça intéresse les gens. Non, la suite, c'est pour ça que j'ai dit que tout est lié. En fait, il y a vraiment une suite logique. Suite Ouais. au Bartender Society, j'avais déjà fait de l'événementiel un petit peu au préalable. Je pense que d'ailleurs, si je n'avais pas créé le Santeuil à l'époque, j'aurais créé directement une société d'événementiel. Donc, c'est quoi? Parce que l'événementiel, ça veut tout dire et rien dire. Je prends le cocktail et je l'emmène en extérieur de mon établissement. Ouais. Toujours avec les mêmes thématiques, le cocktail, le plaisir de la convivialité. Et suite au Bartender Society, pendant 1 an, j'ai fait une tournée française avec eux pour promouvoir le concours, les marques. Et tu te rends compte qu'effectivement, avec les réseaux sociaux, la notoriété, elle fait un bond gigantissime. Donc, je profite de ça aussi. Et j'ai des marques qui commencent à faire appel à moi pour travailler avec eux. Et je te vois sur Instagram, là, tu étais au Levrette Café, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais. J'étais chez Jérôme, un copain, au Levrette Ouais. Café à Saint-Nazaire qui vient d'ouvrir, là en début de semaine, effectivement. C'est cool. Et t'aimes cette vie de passer du temps au bar, au Santeuil, qui est quand même ta maison, ta seconde maison. C'est mon premier bébé. Hein. Et ouais, ton premier bébé. Et aussi passer du temps à l'extérieur pour faire découvrir ta passion. Après, faut pas se leurrer. Ça fait 15 ans que je suis au Santeuil. C'est un métier de passion, mais c'est un métier qui te prend du temps, qui te prend de l'énergie, qui est très énergivore. 15 ans dans le même bistrot, 6 sur 7, c'est quand même long. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours pas fait le tour du Santeuil parce que j'aime bien relancer des choses. Là, on vient de refaire encore des travaux, on vient de refaire toutes nos mezzanines, on vient de refaire tout le système son. Il y a trop de choses à faire. Bah ouais, avec grand plaisir. Il y a plein de découvertes. Là, on va vraiment communiquer dessus. Mais en fait, mes 2 métiers sont liés. Parce que c'est le même métier, c'est de la convivialité. Après, donc là, les Tontons Shakers, 2019, aujourd'hui, j'ai toujours pas de réseaux sociaux, donc c'est pas la peine de chercher. J'ai toujours pas de site internet, je travaille qu'au bouche à oreille. Donc là, ça va être officialisé en 2025. Mais je travaille qu'au bouche à oreille. Donc, et le but du jeu, c'est d'emmener le cocktail, effectivement, chez les gens, que ce soit particulier ou professionnel. Bar à cocktail, anniversaire, mariage, soirée d'entreprise. On fait des ateliers cocktails, ça plaît beaucoup aux gens parce que tu apprends à faire les cocktails un peu comme la cuisine. Je compare beaucoup avec la cuisine. Et puis aussi de la formation et ambassadeur de marque.
Donc de la formation, tu l'as cité, je travaille beaucoup, je travaille avec deux groupes indépendants aussi, dont les VNB et les Levrets de Café, avec qui je fonctionne énormément, et un autre groupement. Et puis ambassadeur de marque, donc en fait en 2018, j'aime beaucoup le local, comme j'ai dit depuis tout à l'heure. En 2018, j'ai été notamment contacté par Cédric Brément, qui est un ami aujourd'hui, qui est le créateur des rhums de Sète, qui sont fabriqués entre Nantes et Pornic. Et je suis notamment ambassadeur cocktail pour eux depuis 2018. Je travaille en partenariat avec eux et avec plein d'autres marques. Ouais. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc pour répondre à ta question, c'est génial parce qu'en fait quand je sors du Santeuil, je vais distiller mon savoir et je viens apprendre plein de choses et voir comment ça se passe ailleurs, et du coup je peux le ramener au Santeuil après. Donc c'est un éternel renouvellement et voilà. Tu t'ennuies jamais. Enfin là enfin ta vie là, moi je t'écoute depuis tout à l'heure, je me dis mais t'as le temps de tout faire parce que c'est une question d'organisation et de planning. C'est la question la plus récurrente qui vient. C'est juste une question d'organisation et de planning. Et il y a quelque chose qui est hyper important aussi, c'est de pas oublier d'où tu viens et de ton parcours aussi, et du coup de pas oublier ta vie familiale parce que c'est le sujet qu'on a régulièrement. Et t'arrives avec ta femme et donc ta fille à avoir cette vie de famille, parce que le bar quand même c'est un métier de nuit, enfin ou tard dans la soirée. Tu rentres pas à 18h chez toi. Quoi qu'il arrive, à partir du moment déjà où tu es dans le commerce, on est différent des autres. Parce que oui, effectivement, on termine pas à 16h ou 17h et tu seras à la maison. Mais moi, c'est un inverse. C'est ce que je dis. Vu que je suis dans ce métier-là depuis l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, moi, les gens qui finissent à 16 ou 17h, pour moi, c'est eux qui n'ont pas des horaires normales. Voilà. Donc, non, là, j'en plaisante à chaque fois avec ça. Mais c'est ce que je réponds aux gens en disant c'est une vie qui est compliquée. Non, c'est pas une vie qui est compliquée. C'est une vie qui est géniale quand tu es passionné. Et c'est une vie où tu dois t'organiser, effectivement. Mais le matin, tu peux emmener ta fille à l'école tranquillement. Tu changes tes heures. Après, aujourd'hui, effectivement, entre gérer le Santeuil, gérer les tontons shakers, la partie événementielle, et puis il ne faut pas oublier qu'avant d'être derrière un bar, on est entrepreneur. Donc, il y a la comptabilité, la gestion, et c'est pas le soir que tu l'as fait, c'est le matin. C'est clair. Donc, non, c'est une question de planning. Après, c'est pas simple, ça c'est clair et net. Mais le but du jeu, c'est de trouver le bon timing et les bons moments, et c'est des sujets de conversation qu'on a régulièrement avec Morgane, de trouver, donc ma femme, c'est de trouver le bon timing. Et ça, moi j'essaie de tout faire pour, parce que perdre un proche, et encore plus quand c'est ta femme, ta conjointe, c'est dur. Mais quand tu as la chance de pouvoir te reconstruire, parce que je connais des personnes, c'est pas le cas, soit parce qu'ils veulent pas, ou soit parce que c'est trop compliqué. On a un ami en commun, François de Maria, que tu connais bien. François, petite pensée pour toi, effectivement, et petits bisous. Mais c'est les choix de chacun. Nous, voilà, ça c'est la vie privée, mais on a beaucoup discuté avec François de plein de sujets, et notamment celui-ci. Mais moi, j'ai eu la chance de me reconstruire. Autre sujet, avec Morgane, ça faisait très longtemps qu'on voulait avoir un enfant. On a fait partie des gens où ça a été compliqué. Une autre épreuve de vie, PMA, extérieur, étranger, et on l'a aujourd'hui. Et notre petite puce qui s'appelle Josepha, elle a 21 mois aujourd'hui, c'est un rayon de soleil, c'est notre sourire. Et moi, je ferai tout pour passer le maximum de temps avec elle. C'est une nouvelle aventure. Ah bah oui, complètement. Voilà. Et là, quand tu finis à 2-3 heures du matin et qu'il faut se réveiller à 5 heures... c'est autre chose. Voilà. Non, mais c'est magnifique. Mais c'est génial, c'est que du bonheur. C'est clair. Mais c'est trop cool. Enfin, t'es une des personnes qui a la chance, on a reçu d'autres passionnés à ta place, mais qui ont la chance de vivre de leur passion. C'est quand même une chance. C'est plus une chance. Quand on travaille sur sa passion, on va au boulot tous les matins avec le sourire aux lèvres. Et moi aussi, je travaille par passion, donc c'est plutôt cool. Voilà, faut saisir cette chance. Par contre, oui, c'est beaucoup de travail derrière. Mais par contre, il faut se donner les moyens. Tu fais pas 35 heures. Hein. Ça, c'est à un moment donné, faut en être conscient aussi. Et tu es obligé de faire des concessions. C'est obligé. Mais par contre, voilà, tu te lèves avec le sourire, tu te couches avec le sourire, et tu es content de ce que tu fais. Et je pense que tu peux être fier. Et comme je dis régulièrement, le but du jeu, c'est que ma puce, demain, elle soit fière de ses parents et fière de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc... Et alors, comment tu vas l'élever, ta petite ? Tu vas écouter ses passions, ou tu vas lui nous dire fais un parcours scolaire classique Pour l'instant, elle a 21 mois, je profite d'elle. On verra ça plus tard. Non, je rigole. Mais oui, bien entendu, le but du jeu, c'est d'écouter. Et après, on verra dans 20 ans, je sais pas, il faudra que je pose la question à mes parents. On va se revoir bientôt, là. Comment ils ont réagi par rapport à ça, mais par rapport à la question que je leur avais posée, et comment mes frères aussi ont posé cette question. On a la chance d'être une famille unie. Donc, mais c'est vrai que je me pose pas cette question aujourd'hui, parce que peut-être que dans 15 ans, ce sera différent, donc on verra bien. On va revenir sur ta vie de barman, vraiment Mathieu Gouré, barman. Tu crées des cocktails uniques, parce que tu es un créateur de cocktails, comme j'ai trouvé ça sur internet, dont on en a parlé juste avant, tu me disais que tu t'en souvenais même plus, c'est le Blackberry Colada.
comment elles viennent tes idées quand tu crées un cocktail? Tu te mets derrière un bar avec des copains quand le bar est fermé et tu dis let's go, on met des ingrédients et on voit ce que ça donne, ou il y a une procédure Il n'y a pas de procédure magique. Ouais. Alors, ce côté, tu t'enfermes avec les copains et ça, c'est rigolo parce que oui, ça, on l'a fait avec plusieurs copains plus jeunes, effectivement. Notamment pour les créations de concours. On l'a fait énormément parce que tu t'entraînes, hein, c'est toujours la même chose. Comme je disais, le premier concours que j'ai fait, toute la classe s'y est mis. Là, je me souviens notamment, j'ai une petite pensée pour Didou, il se reconnaîtra, où on le faisait chez lui ou chez moi jusqu'à pas d'heure, effectivement. Sauf qu'à la fin, les cocktails n'étaient pas très coordonnés, nous non plus. Aujourd'hui, comment je fonctionne? Il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes, mais il y en a une qui reste la même quoi qu'il arrive, c'est que tu testes et tu fais goûter et tu discutes et t'échanges. En tout cas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui au Santeuil pour créer toutes nos recettes de cocktails tous les mois, puisqu'on a une carte de cocktail signature qui change tous les mois, on en a 3. On travaille en équipe. Soit il y en a un qui prend un sujet et il peaufine dans son coin et après on bosse ensemble. Voilà. Comment tu fais? Moi, j'ai le cerveau qui est un peu barré, je pense qu'il faut l'avoir un minimum. Notamment pour les concours ou pour le bar, c'est que je prends une thématique, parce que moi j'ai le cerveau qui va dans tous les sens, donc il me faut que je me restreigne un petit peu parce qu'autrement c'est trop compliqué. Soit je pars d'un produit et je tourne autour, parce que souvent soit il y a un concours, tu as des limites, soit moi je me mets mes propres limites parce qu'autrement c'est trop compliqué comme je dis. Soit je pars d'un produit et je tourne autour, soit je prends une thématique. Soit je crée d'abord mon storytelling et je crée le cocktail en fonction. Donc vraiment, il n'y a pas de suite logique. Mais si je reprends l'exemple du Bartender Society, par exemple, quand je me suis qualifié pour 2017, le thème, comme je disais tout à l'heure, c'est le street art. Et je me suis dit, ok, street art, ça ne me parle pas. C'est pas qui me fait kiffer. Qu'est-ce qu'il y a comme street art autour de moi? Toujours prendre mes origines. Je fais cool. La ligne verte, j'ai une verte qui passe devant le Santeuil. Et je me suis dit cool, le street art, il y en a plein dans Nantes. Comment je peux faire? Et puis je suis parti comme ça et j'ai fait tout autour du voyage à Nantes. J'ai fait un t-shirt avec qui représentait la ville de Nantes, etc. Et j'ai créé mes cocktails autour. Cool. Après, là, on est sur les périodes des fêtes. Pour la carte de décembre, par exemple, c'est plus facile. On va partir sur les saveurs qui vont être chaleureuses et puis on va apporter quelque chose d'un petit peu différent. Là, par exemple, en ce moment, on a créé la carte en novembre. On a mis des notes un peu originales. On a parlé de champignons. Voilà. Donc, il faut la porter d'une façon un peu plus cohérente et pour pouvoir le vendre aux gens, parce qu'il y a ça aussi. Il faut pouvoir faire plaisir aux gens. Mais c'est aussi dans ce genre d'établissement qu'on découvre des choses qu'on ne découvre pas ailleurs. Enfin, on va pas prendre un jus de pomme ou on va découvrir un vrai cocktail. Chez moi, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux prendre un jus de pomme et on peut t'emmener vers un jus de pomme infusé aux champignons. Nous, en fait, on a 3 façons de voir les cocktails, c'est ça qui est bien. On va faire tout ce qui est cocktail classique. Quand tu m'as posé la question tout à l'heure, moi j'adore les classiques et il faut s'inspirer des classiques pour pouvoir faire des choses, ça permet de rassurer les gens aussi. Donc nous, si on a tous les produits, on a un back bar, un arrière de bar qui est assez intéressant, donc est bien ouvert, avec pas mal de produits différents. On va faire des cocktails personnalisés, c'est ça qui m'a fait connaître aussi dans l'univers du milieu du cocktail, c'est que moi je suis pas fan des cartes de cocktail parce que tu te perds très facilement. C'est ça. Et moi ce que je veux c'est des conseils. Si je viens dans ton bar et que je te dis vas-y Mathieu, moi j'aimerais que tu me fasses un cocktail mais j'aime bien que ça pique un peu acide et tout ça, t'es capable de d'essayer de concevoir un cocktail comme ça? C'est même pas que je suis capable, c'est que c'est vraiment la spécialité de la maison. C'est-à-dire qu'en fait la seule carte qu'on a, c'est comme je disais tout de suite, on a 3 cocktails signature qui changent environ tous les mois. 2 cocktails avec alcool, un cocktail sans alcool. Là on se permet de partir un peu plus loin. Là comme en ce moment, faire un old fashion avec une infusion de champignons par exemple. Super. Parce que c'est un peu bousculer les gens pour leur dire mais si tu vas voir, goûte, c'est sympa. Mais à côté de ça on fait des cocktails personnalisés, comme je dis c'est ça qui m'a fait connaître depuis 20 ans bientôt que je suis à Nantes, où je m'adapte, je prends le temps d'être avec les gens, je pose des questions, ce que t'aimes pas, les allergies, t'es à l'apéritif, t'es au digestif, il y a des choses que t'aimes pas, est-ce qu'il y a des choses que t'as vraiment envie, est-ce que t'aimes un code couleur, et je l'impose aujourd'hui avec les tontons shakers par exemple, quand je fais des ateliers cocktails ou une thématique, je fais est-ce que vous avez une thématique spécifique, je peux coller à votre thématique. Trop bien. Le jeu c'est de personnaliser au maximum pour que les gens se sentent aussi dans ton univers. Trop bien. T'as un cocktail signature, Mathieu, il a un cocktail signature, genre le cocktail de Mathieu, ou pas du tout? Alors ça c'est c'est la question qui est très récurrente. J'ai pas spécialement de cocktail signature, parce que le cocktail qui va vraiment... c'est la réponse basique aussi, un bateau. Mais c'est de te faire plaisir à toi, parce que mon cocktail signature va peut-être pas être le tien. Mais moi, il y a un cocktail que j'aime, je pense que ça évolue beaucoup en termes de goût aussi. Mais alors à base de rhum, forcément, parce que je suis un fanatique de rhum. On a plus d'une 40aine de rhum derrière le bar. Moi, j'aime bien les choses simples, donc j'en ai 2 que je sors quand même régulièrement. C'est le daiquiri. Cocktail cubain par excellence, citron, rhum, light rum et sucre.
ou un petit peu plus d'exotisme avec le Mai Tai où tu rajoutes un autre rhum différent et une petite pointe d'orge. Ok, super. Pour créer un bon cocktail, tu dirais ça prend combien de temps? Même si c'est un peu une question bateau, mais c'est parce que ça peut prendre une soirée comme des mois. Je sais pas. Ça peut être très rapide comme ça peut être très très long. Ouais. Ça dépend ça dépend vraiment de toi aussi dans quel état d'esprit t'es. Parce qu'il y a ça aussi, il y a des choses des fois comme tu disais sur être entrepreneur, des fois il y a des entreprises qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas, c'est le même concept. Ça peut être très rapide, mais genre quelques minutes. Ouais. Comme ça m'est arrivé sur certains concours de mettre des semaines, voire des mois, et perdre du produit, et de l'argent et de l'énergie pour les créer. Donc il faut quand même s'y prendre quand même un petit peu de temps à l'avance, surtout quand tu veux tout bien structurer, parce qu'aujourd'hui tu ne crées pas qu'un cocktail, qu'une boisson, tu crées tout l'univers qui va avec. Il faut choisir la vérité qui va être en rapport avec ton thème, avec ton storytelling, parce que on vend des histoires, on est des raconteurs d'histoires, donc comme un chef de cuisine. Exactement, ouais. C'est très lié, hein, c'est clair. Tu nous as parlé là, durant l'interview de pas mal de cocktails sans alcool aussi. C'est de plus en plus la mode. Moi, je le vois même dans mes amis proches. On boit de moins en moins d'alcool, nous en tout cas. Après, et même, j'ai entendu une statistique, hein, chez les jeunes de 18-25 ans, il y a eu une baisse de consommation d'alcool énorme. Donc, ça se démocratise de plus en plus. Est-ce que toi, c'est quelque chose vers lequel tu tends aussi, ou tu préfères faire des cocktails avec alcool? Alors, on n'enlèvera pas les cocktails avec alcool, c'est une certitude. On en revient à ce qu'on disait au début de l'interview. On est français, on aime prendre l'apéro, c'est traditionnel chez nous. Après, effectivement, le sans-alcool est en train de se démocratiser, en train d'avancer. Moi, ça fait des années que je le travaille de la même façon que je travaille mes cocktails avec alcool. Pour moi, ça a toujours été une hérésie de dire que tu fais un cocktail sans alcool en mélangeant un jus d'orange avec un jus d'ananas et un trait de sirop de grenadine. Malheureusement, ça existe encore, mais ça va se démocratiser, c'est comme tout. Ça va pas se faire en 2 coups de cuillère, hein. Il va falloir du temps, mais je pense que ça va pas être juste une mode. Effectivement, aujourd'hui, avec les problèmes de santé, de maladie, l'alcool au volant, le fait de pas se maîtriser avec de l'alcool ou autre, il y a eu beaucoup de changements par rapport à ça. Et puis, on nous influence énormément aussi, faut pas se leurrer. Et on peut avoir des cocktails aussi bons sans alcool qu'avec alcool, enfin où l'alcool apporte quelque chose dans un cocktail. En fait, c'est toujours pareil, ça dépend ce que tu recherches. Ouais. Les cocktails, que ce soit avec ou sans alcool, oui, ils sont excellents. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend par qui c'est fait. Et ça, faut sensibiliser aussi les consommateurs. Aujourd'hui, le mot cocktail, il peut être marqué sur n'importe quelle façade. Il n'y a pas de réglementation. Tu peux très bien le voir sur un vrai pur bar à cocktail, comme tu peux l'avoir sur un restaurant, une brasserie, un salon de thé. Bien sûr. Donc en fait, moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est discuter avec le barman, regarder un petit peu l'arrière de bar, regarder comment il travaille, et vous allez voir si vous allez pouvoir quelque chose de qualitatif, parce qu'effectivement, un cocktail, c'est pas donné aujourd'hui. Donc quand tu es déçu, c'est dommage. Mais n'hésitez pas à discuter avec la personne qui est derrière le bar. Aujourd'hui, et même depuis longtemps, moi, je travaille les cocktails, comme je dis, comme je travaille avec mes cocktails avec alcool. Porte beaucoup d'intention. La vérité est importante, le choix des produits est important. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un choix de produits hyper large, notamment sur les produits locaux, artisanaux. On a quand même beaucoup plus d'accès aux plantes, aux épices, aux poivres, etc. Donc, ces choses-là qu'on peut travailler avec alcool, on peut les travailler très bien sans alcool aussi. Et sans alcool, tu peux, parce que je sais pas si dans certains cocktails tu peux mettre de la bière ou si. Parce que donc moi je connais 2 caves à Nantes qui font du sans alcool. Il y a la cave Parallèle et Gueule de Joie, Gueule de Joie qui est à côté de ton bar d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Tu travailles avec les deux? Alors oui, je le précise, c'est 2 caves qui sont 100% sans alcool. Ouais, c'est ça. 100% sans alcool. Ils font zéro alcool. Tout à fait. Et ils font donc de la bière sans alcool, du vin sans alcool et plein d'autres boissons sont... Des boissons qui sont prédéfinies, même certains cocktails. Alors effectivement, les 2 caves, il y a à peu près 20-25 caves sans alcool en France aujourd'hui. Oui. Ça s'est monté très très vite d'ailleurs, parce que je crois que la première, c'est sur Paris, il y a 2-3 ans. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'année dernière, nous à Nantes, porte de la Bretagne, où on aime bien prendre l'apéro quand même, on a 2 caves sans alcool qui ont ouvert en 6 mois. Ouais, d'accord. Donc la cave Parallèle chez Jérôme qui est au niveau de la Grue Jaune, et Jean-Philippe Gueule de Joie qui effectivement à 50 mètres du Santeuil. Donc voilà, donc moi effectivement... Tu prends leurs produits pour... Enfin, tu as des produits de chez eux que tu mets dans tes cocktails? Alors je travaille effectivement moi avec le 2, aussi bien avec le Santeuil qu'avec les tontons shakers. D'accord, okay. Avec le Santeuil, effectivement, je leur achète des produits à tous les deux. Et avec le Santeuil, je fais différents événements avec eux.
et avec grand plaisir, parce que ils ont fait appel à moi indépendamment chacun, tout simplement parce que moi je développe le sans-alcool dans mon établissement depuis le début. Comme je vous disais, j'ai une carte signature de 3 cocktails. Donc on en a quand même 25% des cocktails, c'est du sans-alcool. C'est quand même assez grand. Et puis, suite au Bartender Society, qui était le premier concours et qui proposait un cocktail sans alcool, donc en 2016-2017, que j'ai gagné, j'ai continué à l'accentuer et j'ai eu la chance de rencontrer Mathias Giroux, qui est le président du jury, qui est aujourd'hui pour moi le barman numéro 1 et l'entrepreneur numéro 1 qui parle de sans-alcool et qui sait de quoi il parle et qui met le sans-alcool à un niveau qui est ultra élevé. Mais donc, moi, personnellement, moi, ça fait longtemps que je bois plus du tout, pratiquement plus. Parce que je me suis rendu compte que je sais plus ce que je recherchais et je m'éclate à boire des boissons sans alcool. Aujourd'hui, je préfère boire une boisson sans alcool qu'une boisson avec alcool parce que dans mes goûts d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que de toute façon on va venir au Santeuil boire un petit coup avec Elisa qui est avec nous. On va venir déguster tout ça parce que maintenant qu'on a parlé depuis que je parle avec toi, ça donne soif. Ça m'a donné envie, c'est clair. Mais on aurait dû te demander de ramener des choses pour que tu nous fasses un cocktail. Effectivement, on aurait pu faire un cocktail en direct, ça aurait été sympa. Ce que je te propose, c'est peut-être, on en reparlera après, mais c'est que nous on vienne dans ton bar et que tu m'apprennes à faire un cocktail. Avec plaisir, carrément, avec grand plaisir, ça pourrait être très fun. Ouais. Mais effectivement, tu vois, le sans-alcool en plein développement et on peut faire plein de choses. C'est surtout que c'est le sans-alcool ou avec alcool, le cocktail dans sa globalité, c'est sans limite. Donc avec le sans-alcool, on peut faire des infusions, on peut faire des décoctions, on peut faire des sirops, on peut faire des jus mélangés, on peut travailler des kombucha, des kéfirs, des bières sans alcool, etc. C'est vraiment l'infini. Non mais c'est clair, et puis il y a des questions de mode et le aussi. Goût est présent. C'est ça. Ok, très bien. Moi, j'ai des challenges à te donner parce que voir un peu ce que tu pourrais me créer. J'aime bien tout ce qui est épicé, tout ce qui pique un peu. On fera un cocktail, parlons peu, parlons passion. Ouais, ce sera, trop cool. Et tu pourras peut-être le mettre à un moment dans ton bar. Voilà, on a les mugs, on a très bien, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Super. Est-ce que tu jongles avec les bouteilles quand tu fais un cocktail? On voit souvent des barman, des fois, enfin pas souvent, mais des fois des barman qui jonglent avec les bouteilles, qui rattrapent dans le shaker. Tu sais faire ça? Le flirtending. Moi, je jongle avec les plannings, moi, complètement différent. Non, c'est un vrai métier à part entière. D'accord. Alors, comme tous les barman qui débutent, qui commencent, j'ai voulu m'y mettre il y a quelques années en arrière. J'ai eu la chance, un de mes premiers postes à responsabilité, je travaillais à Pornichet sur un resto de plage, donc dès que j'avais un peu de temps, j'allais m'entraîner, parce qu'autrement, ça casse vite. Mais non, c'est un vrai métier à part entière. Le flirtending, c'est un mélange de cirque et de bar. Mais non, c'est un entraînement tous les jours. C'est vraiment un vrai métier. Oui, non, mais là, c'est comme un sport. Enfin, c'est ça. Il faut s'entraîner régulièrement, il faut se casser les doigts souvent, il faut casser des bouteilles régulièrement. J'ai quelques amis qui en font. C'est vraiment à part entière. Après, tu as le working flair. Donc, le working flair, c'est des petites passes que tu peux faire derrière le bar. Ah, ok. Ouais, j'en fais une ou deux, mais c'est vraiment histoire de... Je préviens juste les copains pour les faire rigoler qu'autre chose, mais voilà, c'est rien d'extraordinaire. Est-ce que tu utilises le feu pour certains cocktails? C'est un peu impressionnant. Des fois, on voit sur les comptoirs de bar, le barman met le feu au comptoir. Ça t'arrive ou... Ouais, ça tu peux le faire, c'est plus pour le côté chaud, S-H-O-W. Alors moi je joue pas spécialement avec ça parce que j'ai un petit établissement et que j'ai très peu de hauteur et surtout l'entrée est un couloir. Donc en fait on a les tabourets du bar, on peut passer un moment, mais la salle en elle-même est dans une autre pièce derrière. Donc en fait ça c'est bien quand tu as une grande salle ouverte et que tu vas attirer l'œil des gens. Mais par contre nous on joue avec le feu plus avec nos cocktails. Mais c'est ça ce que je voulais te dire, c'est parce que pour le show oui ça c'est impressionnant, mais est-ce que ça apporte quelque chose au goût de jouer avec le feu ou pas du tout? Alors le goût, pas forcément, même si en flambant un alcool, tu vas garder le goût et tu vas enlever l'alcool, donc ça peut être intéressant. Comme flamber une crêpe, les crêpes Suzette par exemple, tu le flambes avec du Grand Marnier, on revient dessus, tu vas garder les arômes d'orange et le légèrement alcoolisé, mais tu vas enlever quand même beaucoup d'alcool. Surtout ce que ça va apporter de la visibilité et ça va apporter de l'odeur. Donc effectivement, aujourd'hui, tu as les cocktails fumés qui sont très tendance, un peu comme en cuisine, je reviens dessus. Et aussi, le côté feu, tu as un cocktail qui s'appelle le zombie, où tu vas flamber un demi-fruit de la passion avec de l'alcool à l'intérieur. Donc ça va être joli en présentation, et surtout, ça va apporter une odeur. Mais l'odeur participe au goût aussi. Ah bah complètement. Un cocktail, tu peux avoir le meilleur cocktail au monde, s'il n'est pas beau et qui sent pas bon, non, ça fait partie. Un cocktail, c'est comme une assiette en cuisine, il faut que ce soit beau avant d'être bon et il faut que ça attire l'œil. Et nous, c'est pour ça que je dis souvent, quand les gens viennent pas pour un cocktail, ils vont vouloir forcément, parce que entre voir les verres y passer, les jolis verres, les jolies couleurs,
Tu peux flamber du thym, du romarin, de la cannelle, tu as l'odeur qui va venir aussi. Et si en plus tu as la petite flamme qui passe, bah là c'est la totale. Tu picoles toi quand tu travailles? Non, pas derrière le bar. Pas derrière le bar. Après, enfin. Ça t'est déjà arrivé? Oui, non, ça m'est déjà arrivé, c'est sûr. Après, c'est pas conseillé. L'âge faisant et l'expérience faisant, tu le fais quand même de moins en moins. Et puis après, il y a picoler et boire un verre. Oui. Moi, je déconseille tout le temps de picoler derrière le bar. Tu le sais très bien. Moi, mes barman, ils ont interdiction de boire un verre derrière le bar. Après, on est dans un métier de convivialité. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il y a un client qui t'offre un verre. Sauf si vraiment le client est relou, ça arrive malheureusement, très peu au centeuil, heureusement, je touche du bois. Tu refuses pas un verre, mais par contre il n'y a rien qui t'oblige à boire de l'alcool. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu peux très bien, on en revient au mot que j'adore, c'est la convivialité. C'est pas parce que tu bois de l'alcool que tu es plus convivial. Ouais. Donc voilà, si tu veux boire un verre de vin, tu bois un verre de vin. Si tu veux boire un kombucha, un jus de fruits, un thé, un verre d'eau, tu bois ce que tu veux. Ok. Mais on a reçu un DJ qui est du monde de la nuit aussi et qui nous disait la même chose. Il disait, je déconseille de picoler pendant notre travail. Enfin, c'est pas parce que tu seras bourré que tu seras meilleur DJ, au contraire. Exactement ça. Et c'est barman, je pense que c'est un peu la même chose. Et puis tu tiens pas, enfin voilà, tu le vois, c'est quelque chose contre lequel je me bats parce que c'est une image où dès que tu bosses dans le monde de la nuit et peu importe le monde de la nuit, ah bah oui, tu dois être forcément alcoolique. Enfin moi c'est ce que je dis à tout le monde, tu tiens pas comme moi. Alors, l'exemple là parce qu'on parle de ça, mais ça fait plus de 25 ans que je suis derrière des bistrots, tu tiendrais pas à être encore derrière le bar. Ouais. Avec une tête à peu près correcte, si tu picolais tous les jours et tous les soirs. T'as vécu plein d'expériences, tu viens de nous en raconter plein et tu vois plein de clients puisque tu t'es amené à en voir plein. T'as une anecdote à nous raconter, un truc qui surprenant que t'as déjà rencontré, que ce soit en concours, que ce soit avec des clients ou marrante ou pas du tout? Les anecdotes, oui, il y en a plusieurs. Alors là, trouver sur le verre, là, j'ai pas réfléchi. J'aurais peut-être dû réfléchir là. Mais on les pratique. Une anecdote rigolote ou pro ou les deux. Bon après les anecdotes concours, il y en a plein sur le fait de rencontrer des gens, de discuter, d'échanger ou de se craquer complètement d'ailleurs. Après, avec un client, des anecdotes, plus rigolotes et pour faire de la prévention. Ouais, c'est ça, on va pas le citer. Quand on fait des cocktails personnalisés, c'est parce que j'en parle souvent dans mes formations de celle-là, on demande aux gens leur saveur, leur goût. Et c'est vrai que tu penses que c'est inné de chacun de connaître le sucré, l'acide, le salé, l'amer. C'est des choses qu'on apprend quand même quand on est enfant. Et je dis toujours à mes barman de vraiment plus de précision possible pour pas avoir de mauvaises surprises et pour pas que le client soit déçu, c'est toujours la même chose. Et j'ai une cliente qui me dit oui, je veux un cocktail amer, j'aime pas ça, elle est vraiment très précise. Donc tu sais que tu as affaire à quelqu'un qui a des connaissances. Et elle me dit ouais, j'aime l'amertume. La barmaid me dit ça, je fais t'es sûr parce que l'amer c'est en plein développement, puis c'est il y a quelques années en arrière. Donc l'amer est en plein développement, mais c'est quand même quelque chose de précis. Elle me fait je vais la voir par prudence. Je fais, vous avez commandé ça? Oui, elle me fait, je lui cite des produits, oui, j'adore ça. Ok. Et on crée un cocktail, on fait une variante de Negroni, qui est le cocktail apéritif et dans l'amertume par excellence, mais un peu plus sweet quand même, un peu plus doux. Et la demoiselle goûte son cocktail et me pète un scandale. Mais le truc qui m'arrive rarement en plus, je me dis, c'est pas. Pourtant, c'est pas du tout ce que j'ai demandé, c'est une honte. On m'avait dit que vous étiez le meilleur barman à cocktail, etc. C'est pas bon du tout. Et là, je comprends pas. J'ai fait, attendez, madame, je suis venu vous voir, je vous ai expliqué. Et en fait, la demoiselle ne connaissait pas les saveurs. Elle, en fait, ce qu'elle voulait, c'était de l'acidité. Et c'est l'inverse. Et là, c'est l'inverse. Et tu te dis que c'est. Waouh, toujours se mettre à la place, comme je dis souvent, toujours se mettre à la place des gens, mais des fois c'est compliqué, et de se dire aussi que toi tes connaissances que tu as sont pas forcément les connaissances des autres, donc c'est vraiment plus une leçon qu'une anecdote, mais ça m'a beaucoup fait sourire parce que du coup on a pas mal échangé, et après ses amis qui étaient présents se sont bien moqués d'elle, et ils lui ont dit à un moment donné il a fait tout le job, donc si tu comprends, tu comprends. Les bases. Voilà. Donc faire attention à ça. Quel conseil tu donnerais à des jeunes? T'es passé par là, et donc maintenant tu peux être le mentor de certains jeunes, mais quel conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer dans le métier de barman ou de mixologue? Il y en a plusieurs, mais s'il y en a un ou deux à donner, c'est de se donner... alors corps et âme, c'est facile à dire, mais quand on est dans un métier de passion,
On l'a dit tout à l'heure, on est dans un métier qui n'est pas simple, il faut en être conscient parce que tu as des horaires décalés, tu travailles le soir, la nuit, mais c'est un métier qui est passionnant, qui est enrichissant et tu vas apprendre plein de choses, tu vas rencontrer plein de gens. Mais il y a 2 choses qui peuvent être des défauts, donc il faut faire attention. C'est de ne pas tomber dans l'extrême de l'alcool justement, parce que ça peut être facile, parce qu'on peut avoir tout à proximité. Pas oublier que quand les gens viennent chez toi, ils viennent eux pour se détendre et faire la fête, mais toi tu es là pour travailler. Et puis, on est dans un métier où on commence à parler de nous. On commence à être exposé. Il y a les postes d'ambassadeurs qui se libèrent un peu partout. Et c'est pas parce que tu commences à être connu que tu es le meilleur barman au monde. Faut garder les pieds sur terre. Ouais, surtout ça. Et est-ce que tu as des actus sur début 2025, des choses un message que tu veux faire passer? Sur les 3 activités que j'ai principales, le Santeuil Café, comme j'ai dit, là on sort de gros travaux, on a refait toute notre mezzanine de A à Z, on l'a agrandi, on l'a un peu plus insonorisé pour accueillir des entreprises, des groupes, regarder des matchs de sport. Donc l'idée c'est de repartir à fond sur le Santeuil, puisque comme tout le monde, après il faut être réaliste aussi, 2024 n'a pas été une année extraordinaire pour tout le monde, dans le commerce en général. Donc de repartir au taquet, nous on a plutôt décidé de faire des investissements pour pouvoir refaire une petite beauté au bar. Super. On vient de refaire tout le système son, donc ça va être cool. Donc communiquer à fond là-dessus, c'est pour ça qu'aussi l'interview est bien, parce que ça tombe pile poil sur ça. Ouais, super. Les Tontons Shakers, c'est lancer officiellement les réseaux internet. On mettra tout dans les réseaux internet, Instagram, Facebook. Donc continuer à faire grossir cette structure, les Tontons Shakers, toujours dans la convivialité. Et puis Madame S, continuer à soutenir l'association, à rencontrer des gens. Et puis j'en parle naturellement parce qu'en fait les deux sont liés, parce que je mets mon savoir-faire et mon métier bien aussi dans cette association. Donc continuer à grandir. Trop cool. On finit tous nos podcasts par un petit jeu dont tu n'es pas au courant. Je vais te donner un ingrédient un peu original. Enfin, pour moi, il est original. Peut-être pour toi, il ne sera pas original. Je vais te dire directement. Et tu vas me dire quel cocktail tu pourrais faire avec cet ingrédient. Donc à l'oral, on ne va pas le faire là. Mais, et c'est de nous décrire un peu pour pouvoir le refaire peut-être à la maison ou en tout cas essayer. N'hésite pas à nous dire si tu as des commentaires à faire pendant que tu es en train d'élaborer ce cocktail. Que les gens qui vont nous écouter vont peut-être essayer de le reproduire. Alors, quel cocktail tu ferais avec du chou-fleur? Ça, c'est drôle. Alors, c'est drôle parce que, effectivement, c'est pas un produit simple. Les légumes, il y a plein de choses à faire. Bon, où t'as pas de peau, c'est que j'ai déjà fait un cocktail au chou-fleur. Tant mieux, alors. Il y a quelques années en arrière, j'ai un copain qui était commercial pour une marque de liqueur et qui était parti dans ce délire-là de se dire, tiens, pour un peu mettre de l'émulsion dans la communauté, de nous faire des défis genre tous les 2 mois, et il y a un mois il est tombé sur le chou-fleur. Il fallait juste donner une recette, il n'y avait rien à gagner, c'était pour le plaisir. Il nous envoyait une bouteille et ça faisait de la communication. C'est pas un produit habituel, on est d'accord. Non, pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, on travaille de plus en plus les produits, les plantes, les épices, les légumes, il y a plein de choses à faire. On travaille l'aquafaba qui est un émulsifiant naturel, c'est de l'eau de pois chiche, donc voilà. Là, nous on travaille les champignons en ce moment. Mais les choux-fleurs, moi j'avais travaillé cru. Je l'avais travaillé cru au blender, donc au mixeur, et j'avais fait une variante de pina colada. Ok. Donc une base de rhum, de light rhum cubain, je vais pas citer les marques, mais de rhum cubain, avec une petite pointe de purée de coco. Okay. Et en fait, j'avais utilisé le chou-fleur, et là je le vois bien comme ça. Alors aujourd'hui, je l'épicerais peut-être un petit peu plus, et je les désucrerais aussi, puisqu'aujourd'hui on a tendance quand même à sous-sucrer, comme dans tout, la pâtisserie, la cuisine. Et je l'utilisais cru pour avoir cette mâche qu'on cherche dans une pina colada avec les copeaux de coco. Et donc je la mettais en avant, en rajoutant un petit peu d'acidité avec un jus de maracuja, jus de fruit de la passion, pour garder ce côté quand même exotique et d'Amérique du Sud. Avec une petite pointe de gingembre, je pense aujourd'hui, je rajouterais quand même cette petite pointe un petit peu épicée, et puis des petites notes d'amertume avec un aromatique bitter. Donc l'aromatique bitter, c'est quelques gouttes qu'on met, c'est un peu le sel et le poivre du barman. Okay. Ça permet d'équilibrer les cocktails. La marque la plus connue, c'est Angostura Bitter. Qu'on retrouve notamment dans le Mojito, dans certains cocktails. Et puis au blender, pour que ça fasse quelque chose d'un peu crémeux, un peu mousseux, un cocktail qu'on peut boire tout le temps. Et en fait,
comme je disais, il faut que ce soit réconfortant et que si tu mets un cocktail au chou-fleur, il faut qu'on puisse quand même aller vers les gens. C'est clair. Donc en fait, un cocktail qu'on peut boire tout le temps, un peu réconfortant, on aurait ce côté un peu craquant du chou-fleur. Et je pense qu'aujourd'hui, je l'apporterais peut-être en deux façons en décoration pour l'avoir quand même, parce qu'à l'époque, on le mettait un peu moins, mais on pourrait déshydrater le chou-fleur en lui mettant quelques petites notes épicées, justement. Trop cool. Donc pour avoir une petite fine tranche de chou-fleur un peu sec. Et puis éventuellement, pourquoi pas travailler un petit pickle de chou-fleur, ça se fait quand même aussi beaucoup, et de le travailler pour avoir des goûts différents, des nuances différentes. Ok, super, merci pour cette explication, c'est trop cool. T'as réussi à relever le défi, cool. Mais j'en doutais pas. En tout cas, trop cool. Là, merci Mathieu de tout ce que tu nous as fait découvrir, ta passion, tes expériences. Moi, j'ai trop kiffé faire le podcast. Si, avant de terminer, on a un truc. T'as ramené un objet. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bah, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, vous m'aviez demandé de ramener un objet iconique qui parle de ma passion, donc forcément un shaker. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus parlant. Et là, c'est un shaker un peu particulier. Alors, je sais pas quelle caméra là. Tac. On fera des zooms, de toute façon. Voilà. C'est un shaker en or, mais vraiment en or. Waouh. Je l'ai plus en décoration que je l'ai utilisé, mais c'est le lien de toutes mes passions et de tout ce que je fais en activité professionnelle ou associative. C'est le premier prix du Bartender Society, en fait, tout simplement. C'est en 2017. Donc c'est en 2017, il est logodé, il a été fait par un artiste italien, il est juste canon. Et en fait, c'est un shaker, donc c'est ma passion depuis 25 ans. Et je pense que le Bartender Society a été un lien pour créer les tontons shakers, créer Madame S, et me faire perdurer dans le temps au niveau du bar, et ne pas oublier aussi pourquoi je l'ai fait et pourquoi j'ai participé à ce concours-là. Tout simplement. Donc, super. Voilà. Mais en tout cas, il est vraiment magnifique, c'est clair. Merci beaucoup Mathieu d'avoir partagé toute ta passion, toutes tes expériences. C'était un super épisode, on était content de t'accueillir. Merci à toi, merci à vous deux pour l'accueil, et j'ai passé un très très bon moment et hâte de voir le résultat et puis de créer ce cocktail Parlons peu, parlons passion. Avec ou sans chou-fleur. On va organiser, c'est ça exactement. On va organiser ça, on va venir au Santeuil. Au Santeuil Café, et puis on va venir avec nos caméras et on va essayer de faire un petit épisode au Santeuil où tu vas m'apprendre à créer des cocktails. Et ben voilà, un nouvel objectif pour 2025. C'est ça, 2025 on fera ça, et on essaiera de sortir aussi une vidéo là-dessus pour te retrouver. Avec plaisir. Donc vraiment avec plaisir. Merci de nous avoir suivis sur cet épisode de Parlons peu, parlons passion. Vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. N'hésitez pas, si vous avez aimé l'épisode, à liker cet épisode, nous mettre un pouce, s'abonner à nos réseaux sociaux. C'est important pour que les algorithmes nous mettent en avant et qu'on puisse avoir de nouveaux invités toujours plus intéressants les uns que les autres. Je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était Mathieu Gouret dans Parlons peu, parlons passion. À très bientôt et bonne journée.